On va tout de suite avoir une table ronde qui va être dédiée sur le thème de le prix de la décarbonation ou comment concilier réglementation, mais aussi financement et action. Et je vous propose d'accueillir chaleureusement Gilles Emoz, qui est le directeur adjoint Ville et Territoires durables à l'ADEME, Franck Charton, qui est le délégué général de Périfem, et Nicolas Debenay, qui est le directeur immobilier Les Résidences, Yvelines Essonne. On installe tranquillement le mobilier. Je vais me mettre juste ici. Je vais vous demander de vous décaler. Je vais me mettre juste ici, pas de problème. Voilà. Voilà, on s'installe tranquillement. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Alors, je vais m'adresser à vous, Franck Charton, puisque je viens de le dire, vous êtes délégué général de Périfem. Périfem, c'est la Fédération technique du commerce et de la distribution. Alors, elle regroupe des enseignes, des commerces spécialisés, des gestionnaires de centres commerciaux. Et vous avez réalisé avec le Centre national du commerce, le CNC, vous avez co-dirigé un rapport consacré à la décarbonation du secteur. Et on va en parler puisque son objectif, c'est d'évaluer avec précision les coûts d'investissement nécessaires à la transition du bas carbone du commerce sur la période 2024-2030 et d'en mesurer la faisabilité. J'aimerais, Franck Charton, que vous me parliez des principaux enseignements que vous en avez retirés. Tout d'abord, merci de votre invitation. Vous disiez que Périfem regroupe la distribution en France, c'est vrai, mais également ses apporteurs de solutions. Et donc, on a la chance d'avoir 300 partenaires avec nous, dont Mitsubishi, que je remercie pour son invitation. Eh bien, merci pour cette précision, en voilà, effet. Et donc, pour répondre à votre question, on a mené en 2024 une étude pour le compte du Conseil national du commerce. On a chiffré le coût de la décarbonation pour les commerces entre maintenant et donc 2030. Il ressort 4 postes de coûts pour la décarbonation, 4 sujets que vous connaissez vous connaissez chacun d'entre eux. Alors du plus important au moins important en termes d'euros, mais on verra que ce n'est pas forcément vrai en termes de stratégie. En termes d'euros, le premier coût, c'est 3,2 milliards d'euros, c'est le coût de l'installation des panneaux photovoltaïques sur les parkings. C'est les lois climat et lois APER qui viennent d'être votées. Ça, c'est le plus gros poste. Le deuxième poste, un sujet connu de tous ici qui s'appelle le décret tertiaire. Ça, c'est 1,7 milliard d'euros par an. Ensuite, on a l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings. Donc pour la mobilité durable, là, on est sur un budget de 1,5 milliard d'euros. Et enfin, le dernier poste, le plus faible en euros, mais un des plus compliqués à gérer, c'est la F-Gaz. La F-Gaz, c'est 800 millions d'euros par an. Et la F-Gaz, ça concerne évidemment le froid commercial, mais ça concerne aussi le chauffage et la climatisation. Et donc, depuis maintenant 2-3 ans, on exhorte nos adhérents à ne pas oublier ce petit poste budgétaire pour lequel ils risquent en 2030 d'être dans une situation assez compliquée. Vous avez fait une évaluation de ces investissements. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette somme ? Alors, l'évaluation, donc je le disais, c'est 7,5 milliards. Et 7,5 milliards, il faut le rapporter à ce que sont les investissements dans le monde du commerce. Avant ces réglementations qui sont quasiment toutes récentes, à part la F-Gaz, mais les autres sont assez récentes. Dans le commerce, on a l'habitude d'investir autour de 10 milliards d'euros par an. Ça veut dire que si je rajoute 7 milliards à ces 10 milliards, je passe de 10 à 17, je rajoute 50% d'investissement nécessaire. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas forcément. Donc les commerçants feront des arbitrages. Alors justement, en termes d'arbitrage, comment est-ce que concrètement les acteurs peuvent arbitrer, hiérarchiser aussi ces investissements ? C'est très difficile de se couper un bras. Donc par quoi je commence ? Très honnêtement, aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé réponse à cette équation, il y en a qui cherchent encore. Voilà. En tout cas, il y a un poste au travers duquel on ne peut pas passer. Alors ça tombe bien parce que c'est un des sujets qu'on évoquera ici durant la soirée. C'est la F-Gaz, car si on ne change pas nos systèmes de réfrigération et de climatisation,
on fermera nos magasins en 2030. Donc ça, c'est un point indiscutable. On ne trouvera pas de gaz, on ne pourra pas changer les systèmes, on ne pourra pas exploiter en froid commercial un magasin qui ne peut pas vendre de yaourt, il ferme son magasin. Et alors, ça peut choquer, je sais que l'ADEME ne me dira pas le contraire, mais dans un site comme celui-là, il faut quand même savoir que le jour avant Noël, il y a jusqu'à 100 000 personnes par jour. 100 000 personnes. 100 000 personnes fois 100 watts, vous imaginez le besoin de clim. On climatise à Noël ici. Alors, c'est comme ça. J'ai vu que la verrière, elle était très performante, mais elle ne sait pas non plus évacuer toutes ces calories-là. Donc, il y a des arbitrages qu'on est obligé de faire. En tout cas, l'arbitrage de la F-Gaz, celui-là, on n'aura pas le choix. Alors, il y a une transition qui est toute trouvée, puisque je m'adresse à vous, Monsieur Hemoz. L'ADEME, elle accompagne justement à la décarbonation du secteur du bâtiment de la maîtrise de l'énergie. On vient de parler d'arbitrage. Selon vous, quelles sont les véritables interrogations à se poser, justement, en matière de faisabilité, mais aussi, je dirais, de pertinence selon les typologies de bâtiments? Oui, d'abord, je vous remercie pour votre invitation, évidemment, dans ce lieu magnifique. La première question à se poser, peut-être, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a ces réglementations? Pourquoi il y a tous ces dispositifs qui se mettent en place? Il y a deux raisons principales, je pense. La première, c'est le dérèglement climatique. Vous savez qu'on est à peu près à plus 1,7 degré maintenant par rapport à l'ère pré-industrielle. On travaille sur un plan national d'adaptation au changement climatique. On est dans la 3e version, sur des scénarios crédibles à 4 degrés à l'horizon 2100. Et dans ce cadre-là, le bâtiment, il a une position assez unique parce qu'il est à la fois, c'est un secteur d'émissions, environ un quart des émissions de CO2 globalement, mais surtout, il est vulnérable. En particulier, il y a une question d'adaptation au changement climatique avec les vagues de chaleur, avec l'augmentation des tempêtes, les risques d'inondation à certains endroits, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour certains n'est pas nouveau, mais qui pour d'autres est très nouveau, de tenir compte de cette problématique de l'adaptation. Et le deuxième point aussi, évidemment, c'est la question du coût de l'énergie. Quand on décarbone, on s'affranchit des énergies fossiles et c'est une façon de maîtriser sa facture énergétique, d'aller éventuellement vers la sobriété, mais au moins vers des solutions décarbonées et donc de maîtrise de sa facture énergétique. Donc, une fois ça posé, et pour apporter, alors je n'ai pas la prétention de dire à quelle question exactement il faut penser en premier, mais peut-être au moins 3 qui peuvent vous guider et sur lesquels on reviendra après. On a quelques outils pour vous aider. La première, c'est qu'est-ce que je peux faire rapidement, évidemment, pour maîtriser ma facture d'énergie. Et donc ça, on voit qu'il y a tout un tas d'actions autour de ça qui sont très efficaces à court terme. Je voudrais simplement citer, si vous voulez des exemples, d'aller regarder les concours Cube qui sont organisés régulièrement et qui donnent des exemples qui, avec très peu de moyens mobilisés, donnent des résultats exceptionnels de plusieurs dizaines de % d'économie d'énergie, avec des choses très simples à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment peut-être le premier point à regarder. Le deuxième, c'est de penser patrimoine à moyen, à long terme, en intégrant effectivement ces questions d'adaptation. Parce qu'en fait, l'adaptation, on va la subir, plus gravement sans doute qu'une réglementation. Quand un bâtiment est dégradé parce qu'il y a eu une tempête, parce qu'il y a eu de la grêle, parce qu'il y a eu une inondation, je pense que vous savez comme moi que les coûts, ils peuvent être très importants et causer la perte de nos entreprises et la perte de nos emplois. Donc vraiment, cette question d'adaptation, il faut l'intégrer, je pense, dans la stratégie patrimoniale et intégrer également, évidemment, la question de la décarbonation au sens de la maîtrise de l'énergie et de la sobriété. Voilà ce que je vous propose. Et puis la dernière, évidemment, mais vous l'avez abordé, je trouve, avec votre exposé sur la solution que vous venez de présenter, qui est de trouver la bonne solution adaptée à son propre cas. Il n'y a pas une recette générale, il y a des solutions adaptées à chaque typologie de bâtiment, à chaque secteur d'activité, selon qu'on a des besoins de froid, de chaud, un process qui consomme beaucoup d'énergie, etc., etc. Et donc trouver la solution adaptée, ça aussi, c'est une des vraies questions à se poser. Merci. On va d'ailleurs en parler avec Nicolas Debenay. Vous êtes directeur immobilier des résidences Yvelines Essonne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise sociale de l'habitat, mais aussi son parc immobilier? Oui, donc bonjour à tous.
Je On va tester, aussi, on va voir. Sinon, allez, on fait un petit switch de micro. Excusez-moi, merci. Je remercie aussi Mitsubishi de m'avoir invité pour partager effectivement notre expérience sur la rénovation d'un secteur peut-être méconnu qui est le logement social, mais dont tout de suite les chiffres sont impressionnants. Donc nous, les résidences Yvelines-Essonnes, on a été créé en 2017. On gère 33 000 logements dans 2 départements, les plus gros bailleurs de ces 2 départements. Ça fait 100 000 personnes à loger. Et pour vous donner une idée, ça fait 2 millions de mètres carrés à gérer, dont la plupart sont des grands ensembles. Les grands ensembles tels que vous les connaissez, le plus célèbre étant la Grande Borne, qui fait 3 500 logements d'un coup. Donc on a des vrais enjeux. Le parc ancien, c'est un parc plutôt ancien, qui a été construit essentiellement dans les années 60. Donc aujourd'hui, ils ont tous 80% de notre parc à plus de 50 ans. Et nous logeons donc ces familles dans ces logements. Les familles que nous logeons, puisque c'est d'abord notre premier métier, c'est de loger des familles. Ce sont des familles qui n'ont pas forcément les moyens de se loger. Et dans ce qu'ils acquittent auprès de nous, il y a une partie loyer qui nous permet d'embourser nos emprunts, et l'autre partie, les charges. Et les charges peuvent représenter facilement un mois de loyer. Un mois de loyer, à Yvelines-Essonnes, c'est à peu près 400 €, 420 chez nous. Les charges peuvent aller à 200, 200, 300 €, et 75% de cette facture énergétique, c'est l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et donc votre mission, vous me disiez en préparant l'intervention, c'était de rénover en 10 ans voilà, tout ce parc. Alors effectivement, la mission qu'on m'avait confiée en 2017, c'est il y a 20 000 logements à rénover, avec des étiquettes E, F, G, voire plus, si affinité. Certains, on a décidé carrément de les démolir, parce que c'était pas possible. On en démolit 1500, c'est 5% quand même, c'est énorme. Mais on fait un peu de construction, parce qu'il faut rénover le patrimoine, il faut renouveler le patrimoine. Mais la mission première, c'est pour nous loger les gens, maîtriser la facture, donc rénover. Merci, on aura l'occasion de voir comment vous avez procédé à tout cela et notamment à cette rénovation. Gilles Emos, vous travaillez sur l'adaptation au changement, on en a parlé, l'adaptation au changement climatique, et vous mettez à disposition justement des expertises, de l'accompagnement pour la transition des bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit concrètement ? Oui, merci. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue, évidemment, mais peut-être pour citer quelques objets utilisables à court terme. D'abord, on met à disposition de l'expertise. On a mis en ligne récemment un avis sur les vagues de chaleur, avec un titre simple, la climatisation va-t-elle devenir indispensable ? La réponse est oui, je crois. Aujourd'hui, environ 40% des surfaces du tertiaire qui sont équipées en climatisation. Ça va continuer de progresser, et donc je vous invite à lire cet avis qui fait un état des lieux finalement sur l'augmentation des vagues de chaleur et sur les solutions telles qu'on les voit aujourd'hui, les recommandations qu'on peut faire au secteur pour s'adapter du mieux possible à ces vagues de chaleur qui vont augmenter. Un deuxième type d'outil qu'on met en place, là, qui est vraiment pour vous accompagner au niveau stratégique, c'est un outil qui s'appelle Acte Adaptation. Donc c'est très simple, vous googlisez Acte Adaptation ADEME, vous allez tomber dessus. J'ai peut-être pas le droit de dire googliser, j'en sais rien, bon peu importe. On est entre nous. On est entre nous, parfait. Donc là, c'est vraiment un outil qui va vous aider au niveau de la direction de votre entreprise à mettre en place un plan d'action, à l'évaluer, à trouver les actions les plus pertinentes en fonction de votre situation. Donc là, c'est vraiment vous aider à vous armer, à mettre en place des actions et à les évaluer. Et puis je veux citer un troisième programme, parce que on est quand même encore un petit peu désarmé face à l'adaptation. On n'a pas forcément toutes les solutions. Et donc on lance en ce moment même avec le CEREMA et le CSTB un programme C2E qui s'appelle Adapte Bâti Confort, où on va aider une 50aine d'opérations pilotes pour faire du retour d'expérience réelle sur l'ensemble de l'arc sud, donc les 4 grandes régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Aura, les plus exposées actuellement aux vagues de chaleur, et monter des programmes de formation de l'ensemble des acteurs, professionnels, collectivités, prescripteurs,
pour les former à ces questions d'adaptation et contribuer à cette acculturation collective à ce sujet de l'adaptation. Merci beaucoup. Nicolas Debenay, on l'a bien compris, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Finalement, la rénovation, elle est au cœur de vos enjeux de la décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois les actions que vous avez engagées et vous nous disiez aussi que la partie du financement, elle a été un de vos principaux freins. Effectivement, notre principal enjeu sur la décarbonation, ce n'est pas la construction neuve, tout ça c'est très bien normé. Aujourd'hui, nous, notre vrai enjeu, c'est la rénovation de notre patrimoine. Il faut savoir que voilà, notre patrimoine, c'est 90% de logements collectifs, 10% de logements individuels. Globalement, c'est chauffé par du chauffage collectif. Il y en a 20 000, il y en a 40% qui sont du chauffage individuel gaz, 60% du chauffage individuel gaz ou réseau de chaleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la rénovation, si on veut décarboner, on a le vecteur de chauffe à traiter, mais pas seulement, il faut aussi qu'on arrive à traiter l'enveloppe. Donc chaque fois qu'on intervient sur des bâtiments, on va combiner les deux, l'enveloppe, la ventilation, le vecteur de chauffe, pour essayer d'optimiser cette rénovation et faire grimper l'étiquette énergétique à minimum C. Déjà, quand on y arrive, on est content. Sur les vecteurs de chauffe, on a très peu on a réfléchi tout ce qui existe. On nous parle de PAC, de géothermie. Donc évidemment, on a regardé comment on pouvait rendre plus vertes nos chauffages gaz, 100% gaz, nos 8000 logements qui sont aujourd'hui en chauffage gaz 100%. On a tenté les PAC, alors ça marche bien la PAC sur l'individuel. On a regardé sur des grands collectifs qui font 200 logements, si on était capable de le faire. En fait, financièrement, c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'équilibre. Mais il n'y a en fait pas que le frein n'est pas que financier, il est aussi administratif, juridique, parce que l'unité extérieure, pour savoir où la poser dans ces anciens bâtiments, c'est pas facile. Surtout quand vous êtes en zone ABF, c'est encore mieux. On a aussi réfléchi à la géothermie, mais pour la géothermie, on a une taille critique pour essayer de trouver, puis essayer de faire un espèce de mini réseau de chaleur. Pour l'instant, il faudrait qu'on arrive à le faire sur 300, 400 logements. Donc, je n'ai pas encore trouvé de site et de financement qui font tourner ça. Donc, on reste en fait sur prendre actuellement des chaudières gaz plus performantes, et essentiellement dans le, comment ça s'appelle, quand on est en individuel, on n'a pas de solution. Pourquoi on n'a pas de solution ? Parce que quand on a commencé à lancer le programme de rénovation, on a chiffré 20 000 logements, ça fait à peu près 800 millions à mettre sur la table. Alors on s'est dit sur 10 ans, ça va être bien. Bon, après, on s'est dit sur 15 ans, ça sera mieux. Mais 800 millions, ce qui paye, c'est 800 millions. L'État est intervenu avec le plan de relance à une époque. Donc oui, ça nous a aidés. La région est venue 2-3 ans. Les collectivités ne sont pas venues. Donc globalement, on va mettre des fonds propres. Et puis on va emprunter. On va emprunter sur 20 ans, 40, 60, 80, jusqu'à 80 ans. Bon, je ne serai pas là pour la fin des prêts, je vous rassure. Je ne sais pas ce que penseront mes successeurs sur le sujet, mais voilà, ce sont des emprunts très très longs et ce qui paye ces 800 millions, ce sont finalement nos locataires. On voit qu'il y a encore en effet du parcours. Gilles Emos, peut-être une réaction sur la partie financement. Oui, peut-être pour 2 éléments. D'abord, je voulais rappeler le fonds chaleur, qui est un outil piloté par l'ADEME, justement qui vient apporter des cofinancements pour développer des solutions de chauffage, de réseau de chaleur, de refroidissement aussi, pour justement développer ces énergies décarbonées et aussi avoir un retour à terme sur évidemment la facture d'énergie. Et donc, le fonds chaleur vient compenser le surcoût lié à ce type d'installation. C'est un outil qui est stable depuis une quinzaine d'années, plutôt en croissance. Alors évidemment, je n'ai pas de scoop sur le projet de loi de finances qui est en cours de discussion, mais les discussions actuelles, c'est une stabilité du fonds chaleur, voire une croissance dans certaines discussions. Mais bon, on verra bien ce qui atterrit à la fin. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est à votre disposition et dont vous pouvez vous saisir. Et je vous invite à vous rapprocher de votre direction régionale de l'ADEME préférée.
Et le deuxième point, on n'en a pas parlé ce soir, c'est les TPE, les PME. Je pense qu'il y a des grands groupes qui ont l'ingénierie, qui ont la capacité de réflexion, éventuellement d'investissement pour agir. Et en fait, à côté de ça, on a tout un tas de TPE, de PME, y compris des petits commerces, qui eux, n'ont pas les moyens d'agir et subissent leurs factures d'énergie. Et donc là aussi, on met en place un programme qui s'appelle Pacte Entreprise, qui a l'objectif très concret, c'est de mettre à disposition des chefs d'entreprise de TPE et PME un conseiller physique, quelqu'un proche de chez lui, qui soit capable de le conseiller sur que faire pour rénover éventuellement son local, comment faire des économies d'énergie, où s'adresser pour avoir éventuellement des aides ou l'ingénierie adaptée. Donc on travaille avec les CCI, on travaille avec l'ensemble des chambres consulaires en fait, et les collectivités locales pour déployer ce réseau avec un objectif d'ici 3 ans d'avoir accompagné 40 000 TPE-PME dans leurs projets. Et donc je voulais aussi les mentionner parce qu'eux ne disposent pas forcément de l'ingénierie que d'autres peuvent avoir. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, peut-être, j'aimerais avoir votre avis, un mot sur ce qui serait raisonnable de mettre en place pour aller dans le bon sens. Franck Charton. Merci. Alors, raisonnable, c'est le terme, presque le terme qu'on a retenu dans le rapport du CNC, puisque ce que je citais tout à l'heure, en fait, si je résume le rapport, il y a 2 tableaux. Le premier, c'est celui que j'ai cité, et on l'a appelé le scénario légaliste, c'est-à-dire la réglementation en l'état. Et puis, on a sorti un autre tableau, qui est la version faisable. La version qu'on voit, nous, réaliste, faisable, souhaitable peut-être. Souhaitable parce que décarboner, il le faut. L'adaptation au changement climatique, c'est vraiment un point majeur. On est demain, je ne sais pas si tu es aussi à Bercy, il y a toute une matinée sur le sujet. On a une étude en ce moment, nous, avec l'ADEME, sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est majeur. Donc, il faut tous qu'on décarbone, on n'a pas d'autre choix. Et donc, mon propos tout à l'heure était de dire, à très court terme, on va devoir arbitrer. Mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est ne pas arbitrer. Ce qu'on voudrait, c'est tout faire. Pour ne pas être raisonnable, en fait. Et donc, ce qu'on propose, c'est de faire mieux, mais moins. Et dans mieux et moins, par exemple, c'est au lieu de mettre 10% de bornes de recharge électrique, c'est peut-être d'y aller progressivement et de commencer par 2,5%. D'accord, ça c'est une piste que vous proposez. Aujourd'hui, on en a 1% et ce n'est pas utilisé. Okay. Donc, pourquoi coller à une réglementation qui, en fait, est d'ores et déjà superfétatoire et attendre dans le temps. De même, couvrir de panneaux photovoltaïques les parkings de manière superfétatoire au-delà des besoins d'autoconsommation, ça n'a aucun sens. Revenons à notre talon d'autoconsommation. On a chiffré donc sur les 4 postes pas moins de 4 milliards d'économies. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'au lieu de faire 7,5, on peut faire 4, et à 4, on fera tout. Voilà ce qu'on espère pouvoir faire dans les mois qui viennent. Alors, les atermoiements des gouvernements, là, en ce moment, c'est pas simple. Donc, on avance, on recule. Voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer à avancer. Merci. Nicolas Debenay, comment se dessine l'avenir pour vous en matière de décarbonation? En fait, je rejoins bien l'idée du petit pas. On ne va pas révolutionner. Effectivement, on nous a bardé de normes, on nous a bardé de contraintes. Et on ne sait plus faire financièrement, on ne sait plus faire techniquement, on ne fait plus. Et c'est dommage. Et donc, avec mes collaborateurs, j'ai décidé qu'on revienne sur les petits pas. On va faire étape par étape. On va intégrer cette réflexion dans toutes les conceptions qu'on fait de décarbonation. Et puis, on va voir ce qu'on est capable de payer, d'ajouter. Et puis, on va aussi former nos utilisateurs, nos locataires, de l'importance de réduire leur consommation. Le temps passe. Le mot de la conclusion est pour vous, Gilles Emos. Quelle responsabilité. Je me suis dit au début, je vais citer mon président Sylvain Wasserman, qui a dit récemment sur LinkedIn, l'inaction, c'est la soumission au marché des énergies fossiles qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, mais je trouve ça un peu négatif, du coup. Alors, je voudrais terminer autrement. Bon, on va terminer par une note positive, s'il vous plaît. Alors, je vais dire juste un exemple très concret. On vient de publier une étude sur les pompes à chaleur. Ça tombe bien, hein, je pense. On a mesuré la performance des pompes à chaleur en vrai. Alors, c'est plutôt dans les logements, c'est pas vraiment dans le tertiaire, mais n'empêche, on a des COP moyens de 3, et c'est une très bonne surprise. Ça veut dire que ça fonctionne
et ça fonctionne en France avec de l'électricité décarbonée. Et donc je voulais finir sur cette touche. Il y a quand même des solutions qui marchent, et quand je vois votre offre commerciale, je me dis qu'il y a une offre qui se monte sur le sujet, et ça c'est le meilleur des signes. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette note très positive, on peut le dire.